alors aujourd'hui, nous allons examiner 3 méthodes tout à fait récentes, parues entre 1995 et 2003, qui sont donc les 3 exemples des choses qui ont cours en ce moment, qui sont utilisées, qui sont publiées. Ces 3 méthodes sont Libre-Échange 1, Café Crème 1 et Studio 100. On va y retrouver l'essentiel des caractéristiques qu'on a déjà vues à partir de la méthode fréquence jeune. Simplement, on va observer un panel de méthodes qui, tout en appartenant en gros au même grand courant méthodologique, le réalisent avec des choix un petit peu différents. Alors, la première méthode que je vous propose qu'on examine ensemble, c'est donc Libre-Échange 1. Nouvelle édition, parue donc en 1995. On va y appliquer notre grille de critères habituelle pour voir ses caractéristiques. Alors, Libre-Échange 1, le titre, sous-titré « Méthode de français ». Libre-Échange, vous voyez, est encore une fois un titre qui n'est pas anodin, qui met l'accent à la fois sur des phénomènes de relations entre les gens, mais aussi sur des phénomènes, on va dire, de mondialisation et même de relations de type économique. Libre-Échange au départ, le libre-échange au départ, je vous le rappelle, c'est un principe de fonctionnement économique, l'absence de barrières douanières. Donc, vous voyez bien toute la symbolique qui est derrière ce titre. Les auteurs sont des auteurs qui nous intéressent tout particulièrement, puisqu'il s'agit de Janine Courtillon et de Geneviève de Salins, qui sont, en l'occurrence, des gens connus dans le monde de la didactique du FLE et de la didactique des langues en général, puisque ce sont 2 auteurs qui, par ailleurs, sont des didacticiennes, notamment spécialistes de ce qu'on appelle l'approche interculturelle, et puis l'ethnographie de la communication. Vous avez dans la bibliographie que je vous ai donnée un ouvrage de Geneviève de Salins qui s'appelle, ou qui s'intitule en gros « Les apports de l'ethnographie de la communication pour l'enseignement des langues ». Donc c'est une méthode qui a été écrite par des didacticiens, des chercheurs spécialistes d'un certain courant méthodologique. Et ça, c'est une donnée importante à prendre en compte. L'éditeur, comme d'habitude, est un des éditeurs professionnels. En l'occurrence, c'est Attier et Didier. Donc l'année de publication, on l'a vu, c'est 1995. Ça veut dire qu'on est dans l'époque où se déploie petit à petit l'approche interculturelle et où les méthodes deviennent des méthodes ciblées, je vous le rappelle, avec une conséquence qui est une prise en compte plus directe des apprenants et une petite dose d'approche indirecte. Les matériels, alors on est en 95, donc on va avoir des matériels encore relativement classiques, puisqu'il y a un livre de l'élève, un cahier d'exercice, comme d'habitude, et vous voyez qu'il est volumineux. Ce coup-ci, il s'appelle le livre du professeur, donc l'ouvrage habituel d'accompagnement destiné aux enseignants, et puis 3 cassettes audio sur lesquelles sont reproduits les dialogues, un certain nombre de supports son servant à l'apprentissage et aux exercices. Donc une configuration assez classique désormais pour une méthode communicative de langue moderne. La table des matières et le plan vont nous apprendre un certain nombre de choses importantes sur la structuration de ce manuel et donc de cette méthode. Vous allez donc trouver, comme d'habitude, désormais, vous avez vu que ça s'est développé dans les méthodes relativement récentes, ce qu'on appelle une leçon 0, qu'on observera tout à l'heure, qui est donc une espèce de leçon de préparation à l'apprentissage dans laquelle on donne les clés pédagogiques aux apprenants. Notamment
ça se fait de plus en plus, où on leur donne un certain nombre d'outils, de questions à poser, de consignes de travail qu'ils vont avoir à réutiliser pendant l'ensemble du parcours. Et puis, vous voyez que, comme d'habitude, c'est structuré en unités. Si on regarde à l'intérieur des unités, on va découvrir une structuration qui est originale, puisque dans cette méthode, vous avez au fond ce qu'ils appellent d'ailleurs deux itinéraires possibles. Vous voyez que dans chaque unité, il y a une partie du contenu qui s'appelle itinéraire recommandé et une partie qui s'appelle itinéraire bis. Alors qu'est-ce que ça cache ? Ça cache au fond une éventuelle prise en compte de la variation de la langue. Dans l'itinéraire recommandé, vous avez à chaque fois un dialogue et les activités d'exploitation qui s'appelle situation 1 et où ce qui est présenté, c'est un français, on va dire, standard, relativement normatif. Alors que dans les itinéraires bis, vous allez trouver à chaque fois les situations 2 et 3 où vont être présentées d'autres variétés du français. Et on va aller regarder comment les auteurs qualifient et justifient cette prise en compte de la diversité de la langue. C'est aussi dans l'itinéraire bis que vous allez découvrir une partie des informations culturelles. En revanche, c'est dès l'itinéraire recommandé, donc celui que tous les apprenants sont censés faire, alors que l'itinéraire bis est un itinéraire complémentaire éventuel mais non obligatoire, en tout cas d'après les auteurs de la méthode, c'est dès l'itinéraire recommandé, donc dans l'itinéraire obligatoire, qu'on trouve des données qui malgré tout relèvent de phénomènes culturels et même interculturels, puisque systématiquement, vous avez une partie qui s'appelle « manière de dire, à vous de parler ». Dans les manières de dire, on va trouver des choses dont nous avons déjà traité, c'est les usages de la langue et notamment les règles culturelles qui président aux usages de la langue. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, comment on dit les choses, comment nos choix verbaux et linguistiques sont interprétés culturellement, socialement, etc. Ça, c'est la caractéristique principale de cette méthode que de proposer de cette façon de l'interculturel obligatoire, mais de la variation linguistique et des contenus culturels complémentaires, on va dire optionnels. Peu de méthodes ont fait le choix de proposer ce genre de structuration. On peut aussi regarder dans quel ordre, comme d'habitude, les activités et les intitulés sont proposés. Et évidemment, vous allez vous rendre compte que ça commence toujours, alors je dis évidemment, mais dans une des méthodes qu'on va voir, c'est un peu moins le cas. Et disons, on l'a vu d'une manière très générale, dès lors qu'on est dans une méthode communicative, ça commence toujours ou presque toujours par un dialogue qui est une situation de vie. Et c'est à partir du dialogue de la situation de communication que les apprentissages de la langue et de ses usages sont mis en place. Donc, situation 1, le téléphone sonne. Situation 1, unité 2, rencontre chez Michel. Situation 1, unité 3, l'apéritif entre amis. Et enfin, situation 1, unité 4, comment trouvez-vous Paris ? Donc, des dialogues à propos d'activités qui peuvent se produire dans la vie quotidienne. Ça n'empêche pas qu'on trouve, ça ne va pas vous étonner non plus, même dans une méthode qui a fait un choix aussi clairement communicatif et interculturel, ça n'empêche pas qu'on trouve quand même une partie où il va y avoir des activités de type grammatical et des activités de type, on va dire, phonétique ou phonétique et phonologique, portant sur la prononciation, puisque après avoir travaillé le dialogue, les manières de dire, on entre dans votre grammaire et dans découvrir les sons. Voilà pour ce qu'on peut dire d'essentiel sur cette structuration telle qu'elle est présente dans la table des matières. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir dans l'introduction, dans les commentaires pédagogiques, comment les auteurs justifient leur choix.
Alors, comme d'habitude, on trouve ces informations dans deux parties de l'ouvrage. On les trouve à la fois au début du livre de l'élève, c'est l'avant-propos qui est à la page 3, et on le trouve de façon évidemment beaucoup plus détaillée dans la présentation de la méthode destinée aux enseignants. En l'occurrence ici, la présentation qui est dans le livre de l'élève est presque plus détaillée, en tout cas l'avant-propos est presque plus détaillé que celui qu'on trouve dans le livre destiné aux enseignants. Alors, comment les auteurs justifient leur choix? Qu'est-ce qu'ils nous disent de ça? En termes d'alternatives entre les parcours et de choix de variété linguistique, j'attire votre attention sur le fait qu'on nous dise dès le début « Libre-échange est une méthode à deux vitesses qui répond aux besoins précis de deux publics distincts ». Quand on parle de méthode ciblée, on en a là une illustration très claire. Chaque unité comporte 3 modes de communication, et donc voilà comment ils sont intitulés. La situation 1 est en registre de langue standard, elle constitue le parcours obligatoire. Les situations 2 et 3 constituent un parcours secondaire qui présente alors ce qu'ils appellent la communication en style familier et la communication en style soutenu. Ça veut dire en gros qu'on vous présente 3 grands types de variétés de français. Vous voyez bien, hein, familier, standard, soutenu. Au passage quand même, vous remarquez qu'on a conçu comme obligatoire le parcours qui passe par une espèce de français normatif moyen. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas encore fait de la découverte de la variété et de la variation de la langue un impératif. On part du principe qu'un apprenant de français langue étrangère peut n'apprendre que le français à travers un registre standard, normatif moyen. On ne fait pas le choix, alors que d'autres méthodes le font, au moins d'exposer les apprenants, voire même de former les apprenants obligatoirement à la variation linguistique. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, il reste dans cette méthode, qui par ailleurs fait des choix qui sont très actuels, une certaine conviction, voire une certaine tradition d'un rapport à une langue moyenne qui n'inclut pas nécessairement la variation, l'hétérogénéité comme une caractéristique fondamentale. C'est ça que ça veut dire. Le deuxième point qu'on peut observer dans cet avant-propos, c'est, sa présentation en paragraphe numéroté le montre très bien, c'est le fait que, et ça va être vrai pour toutes les méthodes que nous allons voir, on a affaire à des méthodes extrêmement structurées, incluant des activités qui reviennent de façon régulière, hein, comme on l'a déjà vu, chaque unité ayant la même structure, y compris donc des supports d'exploitation et des activités d'évaluation. En ce qui concerne les aspects plus spécifiquement culturels, il faut qu'on les regarde d'un peu près, puisque les auteurs sont des spécialistes de l'approche interculturelle. On observe 2 points importants. Donc on a vu qu'il y a quelque chose qui s'appelle manière de dire. Voilà comment c'est justifié. Lié à la situation 1 ou aux situations 1, 2, 3, cette activité fonctionnelle incite les apprenants à repérer, relever et classer les différentes formulations des actes de parole spécifiques à chaque unité. Cette activité devrait être suivie d'une brève réflexion comparative sur les emplois des différents registres de langue. Donc, l'idée c'est, dans cette méthode, il y a plusieurs registres de langue, il ne suffit pas de les présenter, encore faut-il former les apprenants à leur utilisation consciente. Pourquoi il y a plusieurs façons de dire la même chose? Qu'est-ce que ça signifie? Comment on se sert de cette variété linguistique? Et puis, les apports culturels. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ça s'intitule « La France au quotidien ». Et vous savez qu'en didactique des langues, l'alternative a longtemps été et reste aujourd'hui pour les enseignements culturels, soit la culture collective patrimoniale,
les monuments, les beaux-arts, éventuellement même les informations sociopolitiques ou géographiques, soit la culture de la vie quotidienne. Et le fait que ça s'intitule La France au quotidien, de ce point de vue-là, est un choix qui est significatif. Et donc, voilà ce qu'on trouve dans cette rubrique, dans ces apports culturels. 3 types de documents, des productions françaises actuelles, art, cinéma, technique. Et il y a technique, ce n'est pas uniquement des productions culturelles au sens habituel du terme, des informations pratiques sur la façon de vivre en France, puisque, en l'occurrence, pour le niveau 1, ça se passe en France. Et puis, et c'est là que l'approche interculturelle se manifeste clairement, une présentation des comportements des Français sous forme de textes écrits à orientation ethnographique. Et vous vous rappelez que la définition de la culture qu'on emploie dans ces cas-là, c'est la définition anthropologique ou ethnologique de la culture. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'agisse de textes à orientation ethnographique. Et je termine avec cette remarque qui est faite et qui me semble importante. L'image qu'il présente des Français peut être critiquée et donner lieu à des discussions. Et là, ça fait écho à quoi ? Ça fait écho à une activité importante de l'approche interculturelle, c'est ce qu'on appelle la déconstruction des stéréotypes. Tout discours qui porte sur les membres d'un groupe culturel, d'un groupe linguistique, à plus forte raison d'un groupe national, comme les Français, avec une majuscule, est un discours qui a tendance à en donner des images stéréotypées. C'est-à-dire qu'on généralise abusivement et à la rigueur qu'on caricature. Et donc, l'idée, c'est d'éveiller la vigilance des apprenants sur le fait que les véritables humains en question ne sont pas des stéréotypes ambulants et ne correspondent pas aux caricatures qu'on en fait. Et donc, même s'il existe des caricatures du français, béret basque, baguette sous le bras, camembert qui pue, ou du français dragueur, café et croissant à la terrasse, tous les Français ne sont pas des dragueurs porteurs de béret basque. Mais qu'il y a des tas de gens qui peuvent être en même temps porteurs de caractéristiques culturelles communes et aussi très différents les uns des autres. C'est ça l'idée. Donc, attention aux stéréotypes, soyez vigilants à rencontrer les personnes au lieu de penser rencontrer des caricatures vivantes. C'est ça qu'on essaye d'éveiller chez les apprenants, et c'est quelque chose qui est très important parce qu'évidemment tout apprenant a lui aussi en tête des stéréotypes et des caricatures. Quand nous avons appris des langues, des cultures et donc que nous avons imaginé les gens qui les vivent et qui les parlent, nous avions tous en tête, et nous avons peut-être encore en tête, des caricatures qui correspondent à ces populations-là. Et ça, c'est un des points clés de l'approche interculturelle. L'autre point, il est important, on l'a déjà vu, je vous le rappelle rapidement, c'est le fait de ne pas centrer une langue et une culture sur quelque chose d'homogène, mais d'y mettre de l'hétérogénéité. Donc l'hétérogénéité de la langue, l'hétérogénéité des pratiques culturelles, mais aussi tout simplement l'hétérogénéité des populations qui parlent, qui utilisent, qui vivent cette langue. Donc on peut aller voir dans les contenus ce qu'on trouve justement. Comment tout ça est mis en œuvre ? Alors, on peut regarder ensemble à la leçon 0. Dans la leçon 0, on a les présentations des personnes, des acteurs de cette méthode, des dialogues qu'on va y voir. Donc on familiarise les apprenants avec les personnages, comme souvent. Évidemment, c'est une leçon qui vise l'acte de langage qui consiste à prendre contact, à se présenter, puisque c'est un rituel obligatoire avant toute communication. Et puis, vous avez dans la leçon 0 un certain nombre de mini-situations qui, si vous regardez de près, servent à l'apprenant à découvrir comment poser des questions de base et donner ou recevoir des consignes de base. Où es-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, allô, qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé. C'est-à-dire, au fond, les petites béquilles de la communication quotidienne, les petits éléments linguistiques dont on a besoin pour réguler nos échanges et pour parler avec les gens. Et toujours dans cette leçon 0, nous avons
c'est souvent le cas, hein, la France et ses régions, avec juste en dessous, et on voit qu'on est dans une approche plus moderne, plus récente et aussi un peu interculturelle, la carte du monde avec ces deux questions. De quel pays êtes-vous? Donc on s'adresse aux apprenants et on les implique. Quel pays connaissez-vous? Dans quel pays parle-t-on français? Dimension internationale de la francophonie. Dans le manuel, c'est en couleur. Les pays où on parle français ne sont pas représentés de la même couleur que les pays déclarés non francophones. Et puis, et on termine avec ça, alors on nous a parlé de situation 1, de situation 1, 2, 3, avec des dialogues présentant des variétés linguistiques différentes. Je vous invite donc à observer ensemble les situations en question. Donc vous avez la situation 1, français standard normatif moyen, 2 dialogues téléphoniques. Allô? Non, c'est Pierre, vous voulez parler à Michel. Michel, téléphone. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone. Où es-tu? Je suis dans la piscine. Viens, dépêche-toi, j'arrive. Puis Michel prend le téléphone et on a droit à un deuxième dialogue. Si on va voir, donc ça c'est le français réputé standard normatif moyen. Si on prend l'itinéraire bis, on a donc dans un français familier ou dans un français soutenu, les choses suivantes que je vous lis. Situation 2, français familier. Allô? Bonjour madame, c'est Eric. Ah, bonjour Eric, comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que Rémi est là, s'il vous plaît? Oui, oui, un instant. Rémi, téléphone. Qui c'est? C'est Eric. Ok, j'arrive. Allô Eric, ça va? Ben ça alors, il a raccroché, qu'est-ce qui se passe? Français familier. Et ensuite, français soutenu. Allô Jean-Charles? Oui, mais regardez ce que signifie tout de suite votre réaction. Qu'est-ce qui connote le soutenu? Non pas les traits linguistiques, mais le fait qu'on l'inclut dans un certain milieu social présupposé dû au prénom. Qui demandez-vous? Je ne suis pas chez Jean-Charles Villard. Ah non, je suis désolé, c'est une erreur. Ah, excusez-moi, je vous en prie. Alors, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous repérez une différence suffisamment nette pour des débutants en français, leçon 1 de l'unité 1, entre le français dit standard, normatif moyen, le français dit familier et le français dit soutenu? Voilà. L'intention est là, mais manifestement, elle ne vous frappe pas. On peut imaginer qu'elle frappera encore moins un apprenant débutant. C'est-à-dire que, alors évidemment, la différence pourra être un peu plus marquée dans d'autres dialogues un peu plus tard, mais vous voyez bien que cette volonté d'introduire la variation linguistique se heurte quand même à un certain nombre d'habitudes, ou se heurtait encore en 1995 en tout cas, pas forcément chez les auteurs, mais aussi parce que ça présuppose la réception que vont en faire les enseignants, les institutions qui vont se servir de cette méthode, ben ça se heurte quand même à une difficulté à aller très loin. Et si vous acceptez le fait que Rémi dit « qui c'est » au lieu de dire « qui est-ce » et qu'il répond « ok, j'arrive », le reste ne paraît pas particulièrement différent de ce qui nous est présenté comme du standard et même comme du soutenu, hein, sauf sur l'inversion plus ou moins prononcée de la structure interrogative, c'est tout. Par contre, les données culturelles, elles, sont beaucoup plus claires là-dessus. La France au quotidien parle de choses qui sont effectivement, incontestablement, des données culturelles, bien sûr, mais de la pratique de la vie quotidienne, puisque par exemple dans la leçon 1, ce qu'on explique aux gens, alors on est en 1995, depuis aussi les choses ont déjà changé, ben, c'est quand on est en France, comment on peut se débrouiller pour téléphoner. Comment ça marche une cabine téléphonique? Où est-ce qu'on trouve une carte? Comment ça s'achète? Voilà. Quelles sont les dates clés de la vie collective et sociale avec les périodes fériées, les jours de fête, etc. Donc des choses qui effectivement relèvent de la vie quotidienne. Là-dessus, le choix est beaucoup plus clairement affirmé.
Alors, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir dans les autres méthodes. Donc, celle qui a suivi peu de temps après, c'est Café Crème, 97. Alors, Café Crème. Donc, une méthode publiée en 1997. Le titre évoque, alors là, non pas quelque chose qui relève de l'international, comme on le voit souvent chez un certain nombre d'auteurs, ou d'un public ciblé, comme dans Fréquence Jeune, par exemple, mais là, quelque chose qui est censé être, alors c'est peut-être aussi un stéréotype, un attribut de la vie française, le café, puisque dans les stéréotypes qui sont véhiculés à l'étranger, le café à la terrasse avec des croissants, c'est censé être typiquement français. Ce n'est pas complètement faux, c'est probablement pas non plus complètement vrai. Alors, ce coup-ci, les auteurs sont plutôt présentés comme des praticiens, puisque d'abord ils sont 4, Massia Kadman Pugac, Sandra Trevisi, Marcella Beacco di Giura et Dominique Genepin. Tous présentés comme des professeurs de français et dont on aura évidemment nécessairement remarqué, y compris parce que pour certains c'est expliqué, par exemple une personne qui enseigne en Suisse, que ça ne relève pas spécifiquement de quelque chose qui est franco-français, centré sur la France, mais des gens qui apportent des compétences et des expériences venues d'autres univers linguistiques et culturels. L'éditeur, ne nous étonne pas non plus, achète Collection français langue étrangère. Vous voyez que c'est toujours les mêmes qui reviennent, des éditeurs spécialisés. Donc, 1997, les différents auteurs se sont partagés des parties spécialisées du contenu. Il est rare que ça soit dit, c'est dit dans cette méthode-là. Donc une personne spécialiste plutôt des parties qui s'appellent découvertes, on va les voir, une autre pour la grammaire, une autre pour parole en liberté, donc les exploitations pédagogiques, et une autre pour la civilisation, les aspects culturels. Alors, les matériels et les supports de Café Crème, que je n'oublie rien. Donc, le livre de l'élève, qui ne s'intitule pas spécifiquement d'ailleurs. Alors ce coup-ci, ça s'appelle Guide pédagogique, destiné aux enseignants. Comme d'habitude, le cahier d'exercice. Il y a 2 types de supports son, 3 cassettes audio et 1 CD audio. Et puis, 97, on voit apparaître un coffret vidéo. Le temps passant, les innovations technologiques apportent de nouveaux supports. Alors, comme d'habitude, on regarde la structuration de la méthode par sa table des matières. Dans le livre de l'élève, la table des matières est relativement succincte et elle n'annonce que les parties, les unités et les intitulés des supports. Il n'y a aucune information spécifique à la fin sur, je les cherche et je vais vous les retrouver, les contenus détaillés. En revanche, séparé de la table des matières, il y a dans cette méthode ce qui s'intitule un tableau des contenus. 4 parties intitulées « Bonjour, à mon avis, dis pourquoi, alors raconte », des situations de communication. Et on va prendre pour exemple la partie 1, mais c'est vrai pour toutes les parties. Les contenus sont présentés dans un tableau qui donne en priorité le thème. Vous vous rappelez de cette approche thématique qui est là depuis les méthodes notionnelles fonctionnelles. Le thème du dialogue et des supports d'activité. Après quoi on présente le savoir-faire. Je vous rappelle que c'est en termes de savoir-faire qu'on formule les compétences en pédagogie. Donc, le thème, c'est la présentation. Le savoir-faire, c'est se saluer, se présenter. Après quoi arrive le vocabulaire. Et donc,
dans la leçon de bienvenue, qui est une espèce de leçon 0, encore une fois. Le vocabulaire, c'est les mots dans la classe. Et enfin, la grammaire. En l'occurrence, il s'agit de « je m'appelle ». Et vous voyez dans quel ordre sont données les informations. La priorité, c'est le thème, puis les compétences, le savoir-faire, et ensuite viennent les contenus linguistiques, les caractéristiques techniques, le vocabulaire et la grammaire. Donc c'est typiquement un outil qui a un fonctionnement communicatif, en tout cas dans son organisation. À la fin de chaque partie étant constituée de 4 unités, il y a un élément dit de civilisation qui porte sur des données culturelles. Et vous voyez que les 4 qui nous sont proposés sont espace, couleur, rythme de vie et Paris capitale, où on voit à la fois des choses qui relèvent de la vie quotidienne, comme rythme de vie, et des choses qui relèvent d'une vision un peu plus traditionnelle, peut-être même un peu plus stéréotypée des données de civilisation, comme la présentation de la capitale du pays. Ensuite, on vérifie ce sur quoi les auteurs mettent l'accent en termes de présentation et de choix pédagogiques et didactiques. On peut retenir 3 points importants dans ce qu'ils disent. D'une part, on vise, alors c'est le niveau 1, on vise les acquis de base, ce qui, vous le savez, devient de plus en plus une règle, c'est-à-dire le fait qu'on donne aux gens des outils importants, fondamentaux, sans avoir des degrés d'exigence trop élevés. Hein, c'est l'abandon du purisme et de l'encyclopédisme en didactique des langues dont on voit ici un résultat. Ils mettent le choix sur leur stratégie pédagogique, sur l'organisation, la structure. Alors, avec ce qu'ils appellent une démarche innovante, mais qui est tout simplement la démarche dite expérimentale ou expérientielle en pédagogie, qui consiste à découvrir, puis systématiser, puis transférer des contenus, des compétences, des apprentissages. Donc on découvre grâce à la situation de communication, on systématise en ayant une maîtrise consciente et on transfère en s'en servant dans d'autres situations de communication. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est une certaine tendance à mettre l'accent sur la diversité, sinon du monde francophone, en tout cas des francophones de France, puisqu'on nous dit que l'histoire de Parole en liberté est constituée par 4 histoires qui permettent de diversifier les lieux. On passe d'Aix à Toulouse, de la banlieue à Paris. Ce n'est pas forcément un univers très très large, mais malgré tout, c'est plus, rappelez-vous, les méthodes anciennes où tout se passait exclusivement, obligatoirement, quelque part entre la gare Montparnasse, les Invalides et le musée du Louvre. Ça s'ouvre un peu. Dans cette méthode, on a, ça c'est aussi une trace de l'approche interculturelle, et c'est à noter, y compris, parce que c'est déjà une dose d'approche indirecte, un lexique plurilingue qui est donné à la fin, où donc les mots français sont traduits, évidemment de façon très schématique, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en grec moderne. C'est une façon de cibler les utilisateurs de cette méthode aussi, évidemment. Pour ce qui est de la structure type de l'unité et des types de contenus, on peut reprendre les éléments qu'on a sous les yeux. Donc, chaque unité propose des objectifs fonctionnels, c'est-à-dire des objectifs de communication, et des objectifs linguistiques qui servent les objectifs fonctionnels. Et donc, je vous invite à observer les dialogues qui servent à apprendre à se présenter, et vous allez remarquer un choix qui lui aussi est innovant et interculturel. Le dialogue A, c'est Kyoko et Thierry sortent de l'université. Salut, je m'appelle Thierry, et moi Kyoko, tu es japonaise, oui, tu es étudiante, oui, j'apprends le français, mais à Tokyo, je suis journaliste. Et d'autres dialogues où les protagonistes se diversifient.
Ça veut dire quoi? Et les auteurs le disent dans le guide pédagogique, ça veut dire qu'ils considèrent que les personnages et les pratiques linguistiques qu'on va entendre ne sont pas nécessairement celles de français francophones, mais de n'importe quelle personne qui parle français, y compris des étudiants étrangers apprenant le français, qui peuvent faire en gros écho à une partie des utilisateurs, des apprenants qui vont utiliser cette méthode. Si on regarde les éléments de type culturel, et je terminerai avec ça, voilà la partie espace. Donc, les données espace portent sur l'ensemble des territoires français, y compris, ça devrait paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas, les territoires et départements d'outre-mer, la géographie de la France et les différents types de paysages. La partie civilisation qui se trouve après l'unité 8, à partir de l'expression des couleurs, qui, vous le savez, est un des domaines clés de variation des langues, et de variation culturelle des langues, travaille l'identification des lieux, à partir de les couleurs dans les villes, les couleurs dans les rues, les devantures de magasins, etc. Et puis, on va regarder ce qui se trouve après l'unité 12, puisque c'est toutes les 4 unités. Et là, nous allons trouver les rythmes. Et là, on a quelque chose qu'on vient de rencontrer dans Libre-Échange, le calendrier de la vie collective, les vacances scolaires, les fêtes religieuses, civiles, commémoratives, les manifestations sportives, les manifestations culturelles, les gâteaux, les rituels qui sont liés à un certain nombre de périodes de l'année. Et là, on est typiquement dans des données culturelles de type ethnologique ou anthropologique. Et donc, on va terminer en allant observer la méthode la plus récente que nous ayons à disposition, que je viens de récupérer, et donc ça sera une surprise pour vous. C'est la méthode Studio 100. Alors, la méthode Studio 100 a été publiée en 2001. Son titre fait référence à la radio et à la télévision, évidemment. Sur la couverture, il y a un certain nombre de photos qui représentent des personnes en train d'écrire, des personnes en train de parler ou d'utiliser un ordinateur. Donc c'est une méthode dont les supports sont devenus habituels, le livre de l'élève, le cahier d'exercice, le livre du maître, des cassettes audio sur lesquelles sont reproduits les dialogues et un CD sur lequel sont reproduits les supports d'exercice. Le CD accompagne les cahiers d'exercice. Il n'accompagne pas la méthode elle-même, enfin le livre de l'élève, le support principal de la méthode. Alors, les caractéristiques de Studio 100. Les auteurs, ils sont nombreux, ils sont 5. Christian Lavenne, Evelyne Bérard, Gilles Breton, Yves Cagnier, Christian Taliante, dont les qualifications professionnelles ou institutionnelles ne sont pas précisées. Vous savez que c'est un choix qui est fait par certains auteurs. Les matériels et les supports, on l'a vu. Alors, le plan, la table des matières. La méthode est structurée en 4 parcours. En gros, les parcours correspondent à ce que, par ailleurs, on a pu appeler une partie, par exemple, ou une unité. Chaque parcours porte sur un thème ou un acte de communication ciblé. Je vous donne les exemples. Parcours 1, obtenir et transmettre de l'information. Parcours 2, goût, opinion, argument. Parcours 3, le temps. Parcours 4, interaction. À l'intérieur, et ça c'est une caractéristique de cette méthode, c'est découpé en séquences et non pas en unités organisées toutes de la même façon.
Et l'une des propositions que font les auteurs de cette méthode, c'est qu'on puisse l'utiliser à des rythmes différents. Qu'on puisse soit répartir les séquences sur un rythme scolaire, soit grouper les séquences de façon plus intensive, avec des horaires plus massifs, comme ça se fait par exemple en formation continue. Là aussi, ce sur quoi ils mettent l'accent, c'est sur la structuration pédagogique. C'est vraiment devenu un élément important des choix des auteurs de méthode. Mais, je vous le disais, cette structuration pédagogique, à l'inverse de la plupart des méthodes, n'est pas une structuration identique pour chaque unité, donc ici, en fin de compte, pour chaque parcours ou pour chaque séquence. Hein, on a vu que d'habitude, il y a chaque unité qui est organisée de la même façon, avec le dialogue, les activités d'exploitation, les exercices de grammaire, etc. Et à chaque fois, on recommence dans le même ordre. En tout cas, c'est présenté dans le même ordre dans la méthode. Après, les enseignants et les élèves peuvent éventuellement le pratiquer dans un autre ordre, mais c'est organisé de façon toujours identique. Là, ils ont fait un choix original, rare, qui consiste à, ils le disent très clairement, ne pas organiser la méthode autour d'un schéma répétitif qui consiste la plupart du temps à articuler chaque unité ou leçon autour d'un dialogue central suivi d'activités grammaticales et d'exercices. À l'inverse, une séquence de studio propose toute une série de petits noyaux d'apprentissage s'appuyant sur des supports variés, mettant en jeu une ou plusieurs compétences de communication. Donc, au lieu d'avoir une organisation toujours identique, on a à chaque fois des mini-séquences avec des noyaux supports qui peuvent être extrêmement variés. Alors, on peut d'ailleurs aller vérifier ce que sont ces mini-séquences. Alors évidemment, il y a une séquence 0 où les gens apprennent à faire connaissance. Et je prends la séquence 1 qui s'appelle contact. Donc, il y a des objectifs qui sont savoir-faire, se repérer dans l'espace et dans le temps, identifier les personnes, donc des objectifs de communication, ce qui implique du contenu grammatical, du contenu lexical, phonétique et du contenu culturel. Comment est-ce qu'on se salue ? Ce qu'on propose de faire dans cette séquence-là, c'est que les gens écoutent des mini-dialogues, donc ces deux répliques, et qu'ils disent quelle est l'image, elles ont chacune une lettre, qui correspond au dialogue qu'ils viennent d'entendre. Donc ils associent des mini-dialogues à des situations. Pour la prise de parole, c'est exactement la même chose. On les met en situation de passer des petits coups de téléphone. Et ça continue ainsi avec toute une série de mini-activités. Donc vous avez des photos avec des personnes qui sont en train de faire des choses dans la vie quotidienne et on dit qu'est-ce qu'ils font ? Écouter et trouver la profession de chaque personnage. Par exemple, il y a une personne qui s'adresse à une autre et qui lui dit « Je peux vous poser quelques questions, c'est pour le journal Le Monde. » Vous avez mis du temps à trouver la profession, hein, manifestement. De la même façon, il y a des mini-activités qui portent sur les lieux, etc., etc. Donc vous voyez que le choix qui est fait, c'est qu'au lieu d'avoir un grand dialogue avec tout qui gravite autour, on construit pour chacun des micro-éléments des compétences des mini-supports qui y correspondent. Et c'est lié au choix pédagogique qui consiste à dire on peut l'utiliser de façon extensive, donc très peu d'heures par semaine, dans ce cas-là on va prendre une toute petite partie des supports, ou de façon intensive, et dans ce cas-là on va travailler beaucoup de supports en même temps. Ce qui est moins évident avec des méthodes organisées de façon rigide autour des mêmes dialogues, parce que, vous l'avez connu, quand les dialogues sont trop longs et qu'on travaille en méthode extensive, qu'est-ce qui se passe ? Les enseignants disent « Aujourd'hui, on va faire le premier tiers du dialogue. » Oui, mais est-ce que le premier tiers du dialogue constitue vraiment un tout communicatif, signifiant, cohérent ? Pas toujours. On voit même des fois où le dialogue est coupé. Par exemple, il y a 24 répliques, on coupe à la 12e. La 12e, c'est une question. On s'arrête là, tant pis, la réponse, on la verra la semaine prochaine. On ne peut pas vraiment dire que ça soit d'une grande cohérence communicative. Mais ça met les gens en situation de faire des découpages plus ou moins arbitraires. Eux disent, puisqu'on peut varier l'intensité du travail,
on abandonne les grands supports, les supports trop longs, et on travaille que sur des mini-supports. C'est ça l'idée. Ensuite, et je termine avec ça, 2 caractéristiques qui ne vont pas vous surprendre, mais qui sont importantes. C'est dit très simplement, mais ça s'intitule « Une langue vraie ». Et donc les auteurs affirment « Nous nous sommes efforcés de créer des dialogues proches de l'authentique, vivants, amusants, témoignages directs de l'acte de communication. » Alors, proche de l'authentique, ça nous renvoie au débat qu'on a déjà envisagé ensemble, hein, sur documents authentiques, documents pédagogiques, l'alternative étant le document vraisemblable, c'est ce qu'ils disent en fin de compte. Ce qu'ils présentent, c'est de la langue vraisemblable, pas une langue trop éloignée des pratiques usuelles, normales des francophones. Alors, il va falloir qu'on vérifie. Et puis, évidemment, on dit, c'est une méthode qui date de 2001, qui se répand depuis 2002-2003, hein, interculturel, nous avons privilégié l'aspect interculturel dans la découverte de la dimension socio-culturelle de la langue française. Il est en effet essentiel que l'étudiant puisse échanger sur sa propre culture, sur son environnement et sur son mode de vie. La culture et la langue des apprenants qui est intégrée dans l'apprentissage du français. N'oublions pas que le français n'est pas utilisé uniquement en France par des francophones, mais partout dans le monde par des locuteurs parlant des langues maternelles différentes. Et là, on est vraiment dans l'hétérogénéité de la langue et de ses usagers. Et donc, derrière, des identités socioculturelles et des pratiques culturelles qui y sont associées. Là, c'est affirmé très clairement comme un choix fort dans une méthode extrêmement récente. Dernière chose, prise en compte, parce que cette méthode est très récente, d'un outil de référence qu'on verra ensemble très bientôt, c'est le cadre européen commun de référence. Le Conseil de l'Europe a élaboré, je vous en ai déjà touché un mot et on l'observera un peu plus en détail, un cadre européen commun de référence, c'est-à-dire une façon d'évaluer les niveaux de compétences qu'on peut viser dans l'enseignement et dans l'apprentissage des langues, quelles que soient les langues. Il y a des niveaux qui ont été étalonnés, qui correspondent à certaines compétences à communiquer, du niveau A1, A2, etc., etc. C'est un outil de référence qui commence à se diffuser largement, que les didacticiens, les enseignants, les auteurs de méthodes, on en a la preuve, utilisent désormais. Et donc, par exemple, on nous dit que Studio 100, en ce qui concerne Studio 100, si l'on consulte les savoir-faire requis pour le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, on constate que les objectifs de Studio 100 vont largement au-delà de ceux-ci. Donc, ça veut dire qu'on invite l'enseignant à aller vérifier s'il souhaite atteindre le niveau A1 avec ses apprenants. Il ne faut pas qu'il fasse tout ce qui est là-dedans. S'il souhaite atteindre un niveau supérieur, il va trouver là-dedans un certain nombre d'activités de support complémentaires. Donc il va pouvoir réguler l'utilisation de la méthode avec les niveaux étalonnés de compétences posés comme objectif d'apprentissage. C'est ça que ça veut dire. C'est un complément du choix de souplesse pédagogique qui a été fait par les auteurs, puisque ça permet encore une fois d'adapter le rythme, la quantité, la profondeur d'exploitation de la méthode au public, à ses objectifs et aussi au contexte pédagogique et par exemple au temps de travail qui nous sont donnés. Et là encore, on voit bien qu'on est dans une dynamique où on ne plaque pas la même méthode à tout le monde de la même façon, mais où on essaye d'adapter le plus possible les outils aux besoins précis des apprenants. Bien sûr, ça requiert un travail important de la part des enseignants. Parce qu'évidemment, c'est eux qui vont faire l'adaptation, c'est eux qui vont transposer, qui vont sélectionner, qui vont choisir ceux qu'ils vont prendre et ceux qu'ils ne vont pas prendre, dans quel ordre ils vont le faire et à quel rythme ils vont le faire. Et ça renvoie donc, vous voyez bien les mots que je viens d'employer, hein, ça renvoie donc les enseignants à leur responsabilité didactique.